Patrick Leclerc. Patrick Leclerc, vous êtes chargé de mission à la direction de la jeunesse et des sports à la mairie de Paris, en charge notamment de l'innovation sportive et des relations avec les usagers. Alors, comment élabore-t-on le programme d'un gymnase? À quels besoins répond-il aujourd'hui? Après les très beaux témoignages que l'on a vus, la ville de Paris elle-même s'est emparée du besoin de pratiques sportives et évidemment le gymnase est devenu un équipement pas seulement scolaire, pas seulement universitaire, même si évidemment il en demeure aussi, mais un équipement de quartier, un équipement intégré dans la ville et donc qui s'est développé de façon un peu autonome de la vie scolaire proprement dite, même si, bien entendu, les gymnases municipaux continuent d'avoir une vocation scolaire pour une partie de leur temps, mais mineure, ou en tout cas pas la majorité. Alors, donc progressivement, on a vu, normalement, il y a une carte qui va apparaître, oui, alors c'est encore moi, vous voyez. Voilà, la carte, voilà, on a vu apparaître un peu partout dans Paris des équipements sportifs. La carte, j'espère que vous la voyez bien. Tous les points que l'on voit sont des équipements sportifs. Il y en a à peu près 500 maintenant sur l'ensemble du territoire parisien, d'importance extrêmement différente, puisque ça va de la petite salle de sport, d'un terrain de sport même, jusqu'au grand complexe sportif qui peut comprendre bien sûr un gymnase, mais aussi des stades, des piscines, etc. Alors, le grand basculement, on va dire, s'est produit après la Première Guerre mondiale, de la même façon d'ailleurs que le développement de la gymnastique avait suivi d'une certaine façon la guerre de 1870. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs éléments ont concouru au développement de la pratique sportive en France et donc à Paris en particulier. Premièrement, la volonté de développer la pratique physique chez les Français, chez les jeunes Français, par référence à l'Allemagne, il faut dire les choses aussi comme cela. Et la deuxième cause, tout aussi fondamentale, c'est en 1929 la destruction des fortifications de Paris. On s'est aperçu au bénéfice, si j'ose dire, de la Première Guerre mondiale que les techniques de guerre avaient changé, les fortifications d'une ville comme Paris n'avaient plus d'effet positif, et donc les fortifications ont été détruites, laissant place à un immense anneau vide autour de Paris, et c'est cet anneau qui a été occupé en 3 phases. La première, c'est bien connu d'ailleurs, c'est l'anneau des HBM qui demeure autour de Paris, habitation à bon marché, qui fait pratiquement le tour de Paris de façon intégrale, puisqu'il s'est agi de loger des populations, des personnes modestes, on va dire, des quartiers populaires. Et puis juste derrière, c'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs, un anneau, on voit, cet anneau, 2 grands équipements sportifs, les plus grands équipements sportifs de Paris, c'est-à-dire ceux qui comprennent notamment les stades, puisque c'est ça qui prend le plus de place, sont tous, à une seule exception près, tous autour de Paris sur cet anneau que l'on a ensuite cerné dans les années 50-60 d'un 3e anneau qui est le périphérique, le boulevard périphérique. Donc quand on fait le tour de Paris par le périphérique, on fait le tour aussi de tous les grands équipements sportifs de Paris. Alors c'est une particularité relativement rare en Europe et dans le monde, d'abord parce que Paris a été la dernière ville aussi grande, en tout cas fortifiée, et puis parce que donc ça a fait cet anneau qui libère en quelque sorte, a libéré d'énormes espaces constructibles, et donc on a pu aménager. Mais aujourd'hui, on subit cet héritage. Cet héritage parce que, évidemment, quand on habite dans le centre de Paris, qui encore d'ailleurs, il y a 70 ou 80 ans, à la Deuxième Guerre mondiale, était très peuplé, on n'a pas de grand terrain de sport à proximité. Donc on voit bien d'abord un effet, le centre de Paris n'a pas de grands équipements et tous se sont retournés ou logés en périphérie. Première chose. Deuxièmement, après la Seconde Guerre mondiale, on a également commencé à construire de très nombreux équipements, alors type des gymnases, donc des plus petits équipements, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'y a plus de place, évidemment, dans le centre pour construire des stades, pour édifier des stades. Donc il y a, à l'exception, j'ai fait référence du stade Émile-Antoine qui est à côté de la Tour Eiffel, et donc qui est la seule exception d'un stade en dehors de cette périphérie,
parce qu'il remplace des terrains qui ont auparavant été des terrains industriels qui ont été détruits dans les années, je crois, 50 ou 60. À cette seule exception près, il n'y a plus la possibilité dans Paris d'aménager de stade. Donc on a effectivement la contrainte foncière qui a amené dans un premier temps l'aménagement d'équipements sportifs plus petits et donc plus centraux. Et vous voyez sur la carte qu'apparaît très nettement aussi une très forte différence de densité entre l'est de Paris, hein, du 18e arrondissement au 13e, on va dire, et puis évidemment l'autre partie, l'ouest et le centre. Alors ce n'est pas seulement une différence de densité d'équipement qui correspond à une différence sociologique de ces arrondissements, c'est aussi une raison foncière. Il est évidemment plus facile, ou il a été plus facile, il y a encore, disons, dans les 50 dernières années, de trouver des terrains libres dans l'est de Paris parce qu'il était en plein réaménagement, il y avait des grandes opérations d'urbanisme, etc., que dans l'ouest, qui était déjà beaucoup plus densément construit, puis le besoin n'est pas tout à fait le même. Et puis, là aussi, il y a à l'évidence la volonté de permettre aux populations des quartiers les plus populaires de pratiquer du sport dans des conditions de service public, on va dire, municipal, c'est-à-dire pas forcément en pouvant se dispenser de salles privées ou d'équipements souvent qui existent ailleurs, mais qui sont évidemment beaucoup plus coûteux. Donc cette politique a été extrêmement prégnante dans les années 50, 60, 70, 80, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis c'est cumulé, et on le voit aujourd'hui, avec un autre phénomène qui est l'évolution, évidemment, des pratiques sportives elles-mêmes. Alors, on a parlé tout à l'heure. Vous avez une question ? Eh ben, oui, non, le rôle de la direction de la jeunesse et des sports, vous êtes à l'origine des programmes de chacun de ces gymnases, c'est bien ça ? Oui, enfin, pas personnellement, bien sûr, mais la direction de la jeunesse et des sports, c'est le service municipal qui gère les quelques 500 équipements sportifs municipaux dont j'ai parlé, enfin, qui sont sur cette carte d'ailleurs. 500 à peu près, alors encore une fois de taille très variable, puisque si on compte les équipements proprement dit, évidemment, il y en a beaucoup plus. Un équipement sportif qui comprend un gymnase, un stade, une piscine, et même parfois 2 gymnases, ça fait théoriquement 4 ou 5 équipements sportifs. Donc c'est la direction de la jeunesse et des sports qui les construit, qui les gère avec le personnel municipal, qui les met à disposition du public scolaire et associatif, donc les clubs. Le programme, comment décide-t-on de construire à tel endroit ou dans tel quartier, plus exactement, un équipement ? Donc plutôt un gymnase, puisque c'est le thème de la soirée. D'abord, ça dépend, comme je vous l'ai dit, de la population, du bassin de population. Lorsqu'un quartier est en rénovation, maintenant, on intègre quasi systématiquement les équipements sportifs de la même façon que les équipements scolaires ou de petite enfance. Et d'autre part, on s'adapte aux usages. Aussi une des parties de mes missions, puisque les usages évoluent. On a vu tout à l'heure comment étaient conçus les premiers gymnases, avec ces agrès au milieu, ces types d'exercices qui existent encore pour certains, mais qui sont, il faut dire les choses, un peu en désuétude. Par exemple, il y a un objet de torture qui est en train de disparaître et donc il faut en conserver quelques-uns quand même pour les générations futures, c'est les espaliers. Ces horribles échelles en bois qui permettaient de se suspendre, de faire toutes sortes d'exercices mirobolants, sont en train de rentrer progressivement dans les magasins des accessoires. Plus personne ne veut faire ça. Les générations passées ont trop souffert. Et donc maintenant, on les remplace progressivement par un nouvel équipement qui a fort la cote en ce moment, mais qui peut-être un jour sera considéré comme tout à fait démodé aussi. Qui ressemble d'ailleurs, c'est un peu le même esprit, ce sont les murs d'escalade. Voilà, une évolution tout à fait intéressante de voir que l'espalier est progressivement remplacé par le mur d'escalade. On grimpe toujours, on fait toujours des exercices, mais enfin, vous voyez, c'est un peu différent. Alors, ça a une conséquence. Un espalier, ça pouvait être dans les normes, alors tout a été normalisé, bien entendu, depuis les premiers gymnases, ça pouvait être extrêmement proche du terrain proprement dit.
un mur d'escalade qui peut monter extrêmement haut, qui a une zone de recul plus importante pour permettre éventuellement d'ailleurs de tomber sur des coussins, des tapis au sol sans se faire mal. Et par conséquent, ça a une conséquence, c'est que ça agrandit la taille normalisée des gymnases. Donc vous voyez, on est dans une évolution qui a un effet, une évolution des usages, qui a un effet sur l'évolution des pratiques. De la même façon que les sports collectifs se sont bien développés depuis le Second Empire, dorénavant les gymnases servent beaucoup au sport collectif, plus encore qu'au sport individuel. Et le handball, le basket, même le foot en salle, etc., ont la cote. Ça a un effet aussi sur la conception des gymnases et sur leur avenir, j'en dirai un mot, en essayant de ne pas dépasser le temps. C'est le tracé au sol, le sol lui-même. Les parquets sont de plus en plus remplacés par des sols synthétiques. Et bref, on a une modification du gymnase par l'usage qui lui-même évolue. Alors, parmi les usages, j'en dis juste un mot pour ne pas déborder, mais c'est important, même si le temps du délicieux mois de mai parisien, effectivement, donne l'impression que c'est marginal. En fait, on a aussi une très forte évolution à la demande des usagers, puisque en fait, la ville ne fait rien d'autre qu'essayer de répondre aux demandes des usagers. Ça ne sert à rien de construire des équipements dont personne ne voudrait. Eh bien, une forte évolution actuelle, c'est la demande de sport dans l'espace public. Le gymnase demeure, le gymnase a toujours son utilité, ne serait-ce que pour les sports collectifs, comme je l'ai dit, mais progressivement, on voit un passage qui est que le sport individuel, la pratique individuelle du sport, au sens de la gymnastique, est en train de sortir du cadre justement du gymnase pour lequel initialement cet équipement a été conçu, en fait, pour revenir dans l'espace public. Et il y a une forte demande actuellement dans les jardins, même dans les rues, sur les places, d'aménager des petits aires de gymnastique, des agrès, pour pratiquer de façon individuelle et libre des exercices physiques, encore une fois, donc de gymnastique. On voit bien donc un changement. Autre évolution, c'est la pression foncière, comme je l'ai dit. Paris n'est pas une ville très grande, Paris est une ville extrêmement dense, d'ailleurs c'est une des villes les plus denses du monde. Par conséquent, la capacité foncière est très faible et pourtant la demande continue d'exister. Donc de plus en plus, on voit apparaître des gymnases qui ne sont pas isolés comme auparavant on faisait, mais qui sont de plus en plus intégrés dans des programmes immobiliers plus complexes, par exemple en pied d'immeuble, en demi-sous-sol, pour permettre de gagner de l'espace. Tous les gymnases, ou quasiment tous les gymnases qui vont être livrés dans cette mandature, il y en a 11, qui vont être construits entre 2014 et 2020, la mandature actuelle, sont, sauf s'il s'agit d'un terrain de sport déjà existant où on réaménage un équipement nouveau, eh bien, tous les autres cas sont des gymnases semi-enterrés, sous des immeubles d'habitation ou de bureaux. Ça a une conséquence. D'une part, ça modifie aussi un peu l'organisation technique pour l'éclairage, etc. Mais de cet inconvénient, de cette contrainte, on essaye de faire un atout, puisque le fait d'être semi-enterré permet de faire des économies en termes de chauffage, par exemple, puisque le bâtiment semi-enterré a une plus grande inertie en termes de température. Et donc, voilà, on a de ce côté-là, c'est une contrainte, mais qui finalement présente en termes de développement écologique, etc., des avantages qu'on n'avait d'ailleurs pas anticipés, mais que l'on constate au fur et à mesure et qui sont en train d'être donc intégrés par mes collègues ingénieurs. Dernière chose, si l'on doit tracer quelques perspectives pour le gymnase du XXIe siècle, qui après tout encore plus de 80 ans a duré, c'est le développement, d'ailleurs je ne parle pas pour les 80 prochaines années, mais même pour les 10, du sport ou de la salle de sport un peu virtuelle, un peu différente de celle à laquelle on est habitué, puisque se développe une demande également, notamment chez les jeunes générations, de pratiques sportives immersives ou un peu virtuelles. Alors, ça peut sembler un peu curieux, parce qu'on se dit, si on fait de l'exercice physique virtuel, on ne va pas prendre beaucoup de muscles. Mais en fait, ça peut tout à fait être concilié. Je prends quelques exemples. Le vélo.
On peut tous pédaler sur un vélo d'appartement. Là, on pédale face à un mur et on n'avance pas beaucoup, mais enfin, en même temps, le paysage n'est pas très agréable. Eh bien, avec la réalité augmentée et donc des lunettes spéciales, on peut tout à fait imaginer qu'on pédale sur un vélo qui ne bouge pas, mais en fait, on voit un paysage qui défile, que l'on choisit d'ailleurs, selon la typologie du vélo. Et par exemple, soit on veut rouler en plaine, donc on a un charmant paysage plat qui se déroule devant nous, soit on veut grimper une montagne, et donc on programme le Mont Blanc, le Mont Ventoux, tout ce que vous voulez. Et donc évidemment, c'est plus dur à pédaler, donc c'est automatiquement lié. Alors ça, c'est l'avenir, hein, entre parenthèses, du sport, vous voyez, qui est un petit peu augmenté par une réalité un peu fausse, mais qui permet d'agrémenter le truc. Mais c'est un autre avantage, ou un autre usage, c'est que vous pouvez faire une course. Vous pouvez tout à fait vous connecter à quelqu'un qui n'est pas à Paris, par exemple, qui est à Lyon, n'importe où, qui fait le même chemin que vous, il gravit le Mont Ventoux en même temps que vous, mais vous faites la course avec lui, et vous verrez bien, de façon théorique, évidemment virtuelle, celui qui arrivera le premier au sommet. Alors ça, c'est un développement évident. Autre chose un peu plus concret, peut-être, en tout cas plus adapté à nos équipements municipaux, c'est tout ce qui est immersif. Je cherchais l'adjectif. Par exemple, c'est le sol qui va être modulable et qui va permettre de faire apparaître, par exemple, des objets en 3 dimensions, mais des objets qui n'existent pas en réalité, pour permettre des exercices pour les enfants. Faire courir entre des plots, etc. On peut tout à fait imaginer, ça existe déjà d'ailleurs, et la ville réfléchit à la création de salles avec ces réalités un peu fausses, comme ça, ces principes virtuels, qui permettent d'agrémenter d'exercices qui peuvent toujours être faits physiquement, mais qui sont très compliqués, qui nécessitent beaucoup de matériel qui s'use, qui disparaît, etc. Là, on a des objets qui en fait sont virtuels. Et puis, un autre usage qui peut être tout à fait simple à mettre en œuvre, je parlais tout à l'heure des tracés au sol. Il faut imaginer que, enfin, vous êtes peut-être les uns et les autres déjà allés dans les gymnases les plus récents. Il y a tellement de tracés maintenant au sol qu'on finit par ne plus s'y retrouver entre le badminton, je l'ai dit, le handball, le basketball. Enfin, il y a 5 ou 6 sports, chacun avec sa couleur, ça devient épouvantable. Donc on a tout à fait la possibilité maintenant d'imaginer des sols. On programme le tracé du handball et on ne voit que ce tracé-là à la fois. C'est des choses relativement simples, mais qui permettent d'imaginer, vous voyez, le gymnase de l'avenir. Et dernière chose, j'en parle parce que, justement, comme le temps parisien n'est pas toujours le plus favorable, on a une autre évolution. Parallèlement au gymnase, la ville, dans les années 60-70, a créé des terrains d'éducation physique. Alors on n'a plus ça les gymnases, puisque le gymnase était devenu la salle couverte. Donc le terrain s'appelait terrain d'éducation physique ou terrain de sport. Et il y a une demande des usagers, toujours, nous sommes à l'écoute des usagers, donc on sent bien tout cela, qui est progressivement de couvrir les terrains de sport. Alors en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, on est en train de réinventer le gymnase, puisque évidemment, une fois qu'on aura mis un parapluie ou une tente, alors on ne la fera plus en fer maintenant, sur un terrain de sport, il ne suffira plus que de dire qu'on a réinventé le gymnase. Et donc le 21e siècle est en train progressivement d'imaginer quelque chose que le 19e avait trouvé tout seul. Voilà. Merci beaucoup Patrick Leclerc.